Parfait. OK. OK, alors bonjour tout le monde. Bienvenue sur notre présentation sur la nutrition et le cancer du sein. Alors, notre invitée, c'est Yamile, qui est une nutritionniste à l'Hôpital général juif en oncologie. Alors, moi, mon nom est Zarema, je suis stagiaire en travail social à l'Espoir, c'est la vie. Je ne sais pas si les autres veulent se présenter. Alors, mon nom est Marcel Katzmann. Je suis la coordonnatrice au Centre du bien-être de l'Espoir, c'est la vie, où on avait tous nos programmes. C'est sûr, maintenant, on est en Zoom. Alors, je vous félicite d'être ici ce soir et merci à Yabile aussi. OK, on est prêt. Irène. Irène. Oui. Irina quoi? Oui. Tu veux que je me présente? Oui, papa. Ben, tous ceux qui ne me connaissent pas de nos autres réunions, je suis Irina et je suis une bénévole pour Hope and Cope, l'espoir c'est la vie. Je fais ça depuis 5 ans dans les 2 secteurs d'oncologie, chimiothérapie et radio-oncologie. Évidemment, les choses ont changé. Au mois de mars, me voici. Mon passé est en communication. C'est quelque chose que j'ajoute à mon palmarès comme bénévole. Voilà. OK, merci. Ça fait que comment la présentation va fonctionner? On va laisser Yamile présenter, puis à la fin, on va avoir une période de questions. Alors, si pendant la présentation, vous avez des questions, vous pouvez l'écrire dans le chat, dans la petite fenêtre conversation, puis on va y répondre à la fin. Ou vous pouvez enlever le mute sur votre micro, puis poser la question de vive voix à la toute fin de la présentation. Pour celles qui viennent tout juste d'arriver, la présentation est enregistrée, mais votre vidéo n'est pas enregistrée en tant que telle, c'est juste Yamile qui est enregistrée. Alors, c'est bon, je laisse la parole à Yamile. OK, bonjour tout le monde, ou bonsoir tout le monde. Merci à les organisatrices de l'invitation. Je suis contente d'être ici avec vous. C'est ma première fois en français. Ça fait à peu près 1 an que je fais ça avec Hope & Co, puis ça est toujours en anglais. Alors, on va voir comment ça se passe, mais ça devrait bien se passer. Comme Zarema a dit, je suis nutritionniste. Je travaille à l'Hôpital général juif dans les services d'oncologie. J'ai passé un peu dans tous les services d'oncologie de l'hôpital, mais précisément, je travaille avec les patients hémato-oncologie et cancer des têtes et cou. Par contre, je travaille aussi à côté avec l'hôpital d'Imagil, spécifiquement la clinique des cancers du sein. Donc, on fait ça avec des fondations. Donc, on offre aux patients avec des cancers du sein aussi des services multidisciplinaires, nutrition, kinésiologie, thérapie sexuelle. Donc, j'ai quand même un peu d'expérience spécifiquement sur les cancers du sein. Alors, je commence ma présentation tout le temps. Quand on parle de nutrition, il y a beaucoup de choses qui viennent en tête quand on fait j'ai un nouveau diagnostic de cancer. Dans ces cas, dans votre cas, c'est spécifiquement les cancers du sein. Et après plusieurs questions et plusieurs inquiétudes, il y a une question très commune qui vient à notre tête. Est-ce que je fais quelque chose de mauvais? Est-ce que les cancers que j'ai précédemment, c'est à cause de moi? C'est à cause de ma diète? C'est quelque chose que je ne fais pas bien dans ma vie qu'il m'a amené à avoir ce diagnostic? Donc, je parle spécifiquement de la nutrition. Donc, juste pour répondre à ces questions, si jamais vous l'avez posée, la réponse est non. La diète uniquement, elle ne peut pas causer un cancer. Il y a plein de facteurs environnementaux et autres qui peuvent augmenter les risques des cancers du sein ou des autres types de cancers. Par contre, la nutrition de façon isolée, elle ne cause pas les cancers par lui-même ou par l'alimentation même.
Par contre, il y a certaines alimentations ou habitudes de vie qui ont été reliées entre nutrition et cancer. Donc, c'est lesquelles? Quand on parle spécifiquement des cancers du sein, donc on a en premier lieu le poids. Donc, c'est prouvé scientifiquement qu'il y a des personnes ou des femmes qui ont un index de masse corporelle. Donc, ça veut dire l'index de masse corporelle, c'est une relation entre les poids et la taille. Et quand on parle d'un index de masse corporelle élevé, on parle plutôt des femmes qui ont un pourcentage de gras dans le corps au-dessus de normal. Donc, lui, l'embonpoint ou l'excès de poids a été directement relié à une augmentation des risques. Comme je dis, quand on parle d'augmentation des risques, ça ne veut pas dire que si je suis en embonpoint, je vais avoir les cancers. Parce qu'il y a plein de personnes qui sont en embonpoint, ils n'ont pas les cancers. Donc, c'est juste un facteur de risque. Si on mélange peut-être avec plusieurs facteurs, parmi les facteurs génétiques, les facteurs environnementaux, ça pourrait être un déclencheur. L'embonpoint par lui-même ne cause pas augmentation des risques ou ne cause pas un diagnostic de cancer. Donc, ça, c'est une chose. Et c'est sûr qu'avec une alimentation adéquate, équilibrée, on peut contrôler notre poids. Le deuxième facteur qui a été directement relié à l'augmentation des risques de cancer du sein et la nutrition, c'est les gras. Mais les gras, et spécifiquement les gras saturés. Ça veut dire quoi? Donc, les gras saturés, c'est qu'on a toujours entendu, qui augmentent les risques des maladies cardiovasculaires et qui vont s'accumuler dans les parois de nos artères, de notre vaisseau sanguin, puis ça peut augmenter, c'est ça, des maladies cardiovasculaires. Donc, les gras saturés, c'est elles qui viennent uniquement des produits animaux. Donc, tous les gras qui viennent des produits animaux, c'est gras saturés. Tous les gras qui viennent des produits végétaux, c'est gras mono- et polyinsaturés qui sont reliés à diminution des risques cardiovasculaires et diminution des risques des cancers. Il y a juste un type de gras saturés qui viennent des produits végétaux, c'est spécifiquement les gras qui viennent du coco, des huiles de coco, des noix de coco comme telles. OK? Quand on parle des gras saturés, normalement, on associe ce type de gras avec des aliments qui donnent une concentration élevée de calories. Donc, des fast-foods, des hot dogs, des fromages âgés. Et normalement, les gens qui ont une consommation élevée de tous ces produits avec des gras saturés, ils ont aussi un embonpoint. Donc, quand on mélange tous ces facteurs, est-ce que c'est vraiment les gras, c'est l'embonpoint ou c'est un mélange des deux qui va augmenter le risque de cancer? On ne le sait pas. Mais de façon individuelle, ils ont été un peu en relation avec l'augmentation des risques. Le troisième facteur, c'est l'alcool. Donc, quand on parle d'alcool, parmi les recommandations de nutrition, il y a tout le temps une recommandation d'alcool qui s'est fait, que c'est une portion ou une consommation d'alcool pour les femmes par jour, puis 2 consommations pour les hommes. Par contre, l'excès ou l'abus des boissons alcooliques, ça a été relié, encore une fois, directement avec une augmentation des cancers du sein. Et je viens à mon même point. Les gens qui boivent beaucoup d'alcool, c'est beaucoup de calories vides. Donc, normalement, il y a une tendance aussi à l'embonpoint ou à l'augmentation des circonférences abdominales. Donc, est-ce que c'est juste l'alcool ou c'est un mélange de tous les facteurs, l'embonpoint, la consommation de gras et l'alcool? Puis, le troisième facteur relié à la nutrition, qui a été directement relié à une augmentation des risques des cancers du sein, c'est l'exercice ou le sédentarisme. Donc, c'est prouvé aussi que quand on fait l'exercice, il y a des substances que notre muscle produit, que c'est des substances anti-inflammatoires qui vont réduire tous les risques des maladies cardiovasculaires, des cancers, des embonpoints, des diabètes, donc dans le fond, toutes les maladies chroniques de l'adulte. Donc, c'est les 4 facteurs qui ont été directement reliés vraiment à une augmentation des risques de cancer. J'ai eu quelques questions en avance.
Donc, je vais toucher les sujets un peu plus loin dans la présentation. Mais il y a quelqu'un qui a posé la question si les viandes rouges spécifiquement, il y avait des études scientifiques que ça augmentait les risques de cancer. Et ma réponse, et c'est pour ça que pas ici dans la première ou dans la première liste des aliments que je mentionne, c'est parce que les viandes rouges ont été reliées uniquement à l'augmentation des cancers du côlon. Par contre, étant donné qu'il y a un cancer qui a été associé avec, ça fait parmi de la recommandation de modérer la consommation des viandes rouges. Et on va parler un peu plus tard. Pardon. Alors, une minute, je ne suis pas capable de passer ma présentation. Est-ce que vous voyez mon écran au complet ou vous voyez vos visages? Mon écran, OK. On voit l'écran, mais peut-être... Ah, bon. OK. Ah, non, ça passait au dernier. Attends une minute. C'est pas grave. Et mon ordi... Si jamais il y a des problèmes, il y a tout le temps la possibilité d'arrêter le partage et de recommencer. Des fois, ça marche pour moi. Je vais faire ça, ouais, c'est ça. Par contre, je suis un peu... OK, je ne suis pas habituée à cette technologie. OK, ça serait... Est-ce que, Serena, tu as la présentation? Peux-tu juste la partager? Oui, je l'ai. Juste, il faut enlever votre partage d'écran avant. Okay. Ou est-ce que je peux l'enlever pour vous? Attends. Non, okay. je vais essayer de la repartager. Ça devrait fonctionner. OK, sinon, je suis prête à prendre la relève. Ouais, si okay. C'est juste ça comme bloqué. Je devrais être capable de la repartager. OK, je vais juste... Anyway, sinon, comme la dernière fois, je peux la faire sans présentation, mais ça serait les fun, juste surtout pour répondre à quelques questions qu'il y avait avec quelqu'un qui avait posé des questions. Là, vous les voyez? C'est en train... Ah, là, moi, je vois. Est-ce que tout le monde voit? Oui. Mais Oui, je ne sais pas pourquoi ça saute, ça saute des numéros. Ah, vraiment? Aïe. Ouais, c'est comme si ça ne veut pas aller au bon endroit. Ouais, ça ne va pas à la troisième. Ouais, c'est comme si je te disais au début, mon ordi est très vieux. Ça se peut qu'il y ait ça très, très lent. C'est pas grave. C'est ça, le télétravail, on s'habitue. Oui, c'est ça. Ben, si tu peux la partager. Et dans le fond, je voulais vous montrer, pendant qu'Irina la cherche, je voulais vous montrer un peu, je ne sais pas si quelques-uns parmi vous a eu la chance de regarder, c'est ça, la nouvelle guide alimentaire canadienne. Alors, c'est la nouvelle guide qui a sorti en janvier 2019 et maintenant, on l'utilise beaucoup pour notre éducation nutritionnelle parce que ça couvre vraiment, vous voyez, est-ce que vous voyez l'écran? Oui, on le voit, mais en petit, juste... Oui, c'est très petit, mais j'essaie de l'agrandir puis je ne peux pas. Si tu es capable d'aller chercher la présentation, je préfère parce que mon ordi, c'est ça, il est trop je vais faire ça. Oui. Alors, ce que je vous disais, c'est que la nouvelle guide canadienne alimentaire, ça couvre vraiment les bases et les principes d'une alimentation santé. Ça couvre vraiment tout ce qui scientifiquement a été prouvé pour réduire les risques des maladies chroniques de l'adulte, donc les cancers. Donc, si vous voyez ici, ce qu'on recommande, c'est que vous voyez en principe une assiette où la moitié de votre assiette est composée des fruits et des légumes. Donc, si on revient à ce que j'avais parlé avant, des augmentations des risques de cancer, les fruits et légumes, c'est des aliments qui vont me donner beaucoup de fibres. C'est des aliments qui, au niveau de la fibre, ça va faire que mon repas, ça va être absorbé de façon un peu plus lentement.
Donc, au niveau des réponses métaboliques, je n'aurai pas une augmentation importante des niveaux d'insuline. Et l'insuline, c'est une hormone de croissance qui ça pourrait devenir inflammatoire. Donc, c'est ça au niveau de la fibre. En plus, des fruits et légumes, il y a un apport élevé des antioxydants, des vitamines et minéraux. Donc, ça protège les cœurs aussi des substances inflammatoires ou de l'inflammation. Les fruits et légumes, c'est des nutriments ce qu'on appelle des bas densité calorique. Donc, ça veut dire que dans beaucoup de quantités, ça ne me donne pas beaucoup de calories. Donc, au niveau de contrôler l'embonpoint ou les surplus de poids, ça pourrait être bénéficieux. Donc, il y avait une des questions qui ont été posées, qui disait combien de pourcentage je dois manger dans des produits crus. C'est sûr que ce n'est pas nécessaire de manger des fruits et légumes crus. Par contre, comme au niveau des bénéfices des vitamines, minéraux, des antioxydants, ça va être la même chose que les légumes cuits ou les fruits en canette. Par contre, les légumes crus, ils ont les bénéfices extra de la fibre. Donc, si vous n'avez pas une alimentation suffisante dans des autres sources de fibres, c'est important d'alterner peut-être une fois par jour, avoir des légumes cuits, si vous en préférez des légumes cuits, puis des légumes et fruits crus au moins une fois par jour. Alors, quand on dit pourcentage, il n'y a pas un pourcentage en numéro établi, mais on garde l'ancienne recommandation des 5 portions de fruits et légumes par jour. Donc, quand je parle de portions, une portion de légumes, c'est à peu près une demi-tasse de légumes cuits et une tasse de légumes crus. Et une portion de fruits, c'est un fruit entier moyen, disons un poire, une pomme, une tasse des ananas coupés, une tasse des melons d'eau coupés. Donc, on garde toujours l'ancienne recommandation, la recommandation qu'on connaît bien des 5 portions par jour. Par contre, si vous êtes capable de décomposer votre assiette, idéalement, ça devrait rassembler à ça. Donc, ça ne veut pas dire que je vais besoin tout le temps de manger une assiette décomposée. Vous pouvez, par exemple, si vous voulez faire quelque chose de simple, un sandwich. Mais un sandwich, je vais m'assurer que mes légumes sont là, que mes glucides sont là et que mes protéines sont là. Donc, ça, c'est la moitié de l'assiette des fruits et légumes. Un quart de l'assiette, c'est des sources de protéines. Donc, je veux juste faire une petite emphase dans les protéines parce que surtout quand on reçoit des traitements invasifs, la chimiothérapie, la radiothérapie, notre objectif, c'est de détruire des tissus. Donc, on a besoin de protéines pour faire la reconstruction des nouveaux tissus. Donc, les protéines, c'est super important que vous en mangez au moins 3 fois par jour. Et si vous pouvez faire des petites collations avec des sources de protéines, ça serait idéal. Donc, la protéine, ça pourrait être n'importe quelle sorte de viande, poisson, poulet, tofu, des œufs, produits laitiers, des noix, des légumineuses. Et un quart de l'assiette, ça va être des glucides ou céréales. Et l'idéal, c'est que ce soit les moins raffinés possible. Donc, encore une fois, des choses plus élevées en fibres. Si vous allez manger du riz, choisissez peut-être les riz sauvages, qui c'est moins raffiné, moins processé, il y a beaucoup plus de fibres. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez juste mélanger peut-être des mie-riz blancs avec des mie-riz sauvages ou les couscous, les couscous blé entier, les quinoa, des pâtes blé entier, des pains pleins de céréales. Donc, idéalement, des choses qui, encore une fois, sont élevées en fibres. Donc, ça, c'est quand je dis que la nouvelle guide canadienne alimentaire, c'est vraiment, vraiment un snapshot de ce qu'on recommande. Donc, au côté droit, vous avez un peu ce que la science, ou ce que toutes les investigations ont trouvé par rapport au cancer, et spécifiquement le cancer du sein. Alors, plutôt juste revenir en arrière. Donc, en premier lieu, c'est prouvé scientifiquement qu'une diète à base de plantes, donc ce qu'on appelle plant-based diet,
des choses plus naturelles, moins raffinées, moins d'industrie, tout est nature de la nature, ou naturel de la nature. Il y a un impact dans la réduction de l'incidence des maladies chroniques, dont les cancers. Donc, quand on parle d'une diète à base de plantes, encore une fois, on parle d'une diète élevée en fibres, d'une diète qui est moins des densités énergétiques élevées, une diète qui il y a beaucoup de vitamines, des minéraux et des antioxydants. Comme vous pouvez le voir dans les dessins, dans les fonds. L'autre chose, c'est comme j'avais dit que j'allais revenir, les viandes rouges et la charcuterie, soit comme la mortadelle, les chorizo, les pepperoni, toutes les viandes froides, ont été reliés aussi à une augmentation de l'incidence des cancers, encore une fois, spécifiquement des côlons. Par contre, on les fait partie de notre recommandation générale d'éviter le plus possible la charcuterie. Puis pour les viandes rouges, de manger maximum 2 portions d'à peu près 4 onces, à peu près 4 onces, c'est à peu près 120-150 grammes par semaine, et 2 fois par semaine. Ou même si c'est 2 fois par, vous pouvez le faire 2 fois par jour, mais pas dépasser. Donc, la viande rouge, encore une fois, il y a beaucoup de choses qui se relient comme tranquillement. Les viandes rouges, normalement, ça vient associé à un contenu de gras saturés plus élevé. Est-ce que c'est vraiment l'effet que ça vient d'une protéine d'origine animale? On ne le sait pas, ou c'est juste à cause des gras. Mais c'est des études scientifiques qui ont été prouvées. Donc, encore une fois, une diète riche en fibres, grains entiers, légumineuses, fruits et légumes à cause des fibres. Comme je disais, l'absorption, ça se fait plus lent, donc au niveau métabolique, il y a moins d'inflammation. Et des vitamines, minéraux de façon antioxydante. Les oméga 3, et encore une fois, oméga 3, quand on parle d'alimentation balancée, d'alimentation équilibrée, si on a une alimentation qui ressemble à ce que je vous montre en dessin, on n'a pas besoin d'avoir des suppléments d'oméga 3. Si vous avez mangé assez de noix, si vous avez mangé assez des poissons gras, donc les thons, les saumons, on n'a pas besoin vraiment des grains d'élan, des grains des chia. On n'a pas besoin d'aller chercher des suppléments nutritionnels extérieurs. Si on a une alimentation variée et santé, on peut tout avoir de l'alimentation naturelle. C'est important de dire que quand on parle des vitamines, minéraux, des antioxydants et des oméga 3, toutes les mégadoses, ils sont en contre-indication dans les personnes qui reçoivent traitement actif, dont la chimiothérapie, la radiothérapie. Encore une fois, avec les traitements, ce qu'on cherche, c'est l'oxydation, c'est la destruction, c'est d'essayer d'embarrasser des mauvaises cellules. Alors, si on donne à notre corps une mégadose d'antioxydants, bien, ça pourrait nuire à l'objectif du traitement. Donc, c'est recommandé de ne pas avoir vitamine C, vitamine A, oméga 3, au moins 12 semaines avant, 12 semaines après le traitement de chimiothérapie, radiothérapie. L'hydratation, c'est sûr que c'est super important. Notre corps est composé 60-70% d'eau. Par contre, je l'ai mis ici pour faire une emphase spécifiquement, encore une fois, les patients ou les personnes qui suivent le traitement de chimiothérapie, radiothérapie. On cherche avec de l'eau que vous puissiez aller uriner plus souvent et vous en débarrasser de toutes les toxines qui restent comme résidus de traitement. Donc, c'est important que vous preniez beaucoup d'eau. Quand je parle d'hydratation ou des liquides, ce n'est pas juste de l'eau, des soupes, café, thé, ça compte. La crème glacée, jello, quoi que ce soit qui va vous donner un peu d'eau. Spécifiquement, les cancers du sein, on a une ancienne recommandation et c'est normal très, très souvent que les femmes avec un diagnostic de cancer du sein ne mangent pas de soya à cause des estrogènes.
Alors, si j'ai un cancer récepteur d'estrogène, ou positif pour récepteur d'estrogène, maintenant, on le sait que les soya, ce n'est pas contre-indiqué. Il y a beaucoup des études qui montrent que les personnes qui mangent des aliments à base de soya depuis l'âge d'enfant, ils ont un mécanisme de protection puis ont moins de risques à développer un cancer du sein quand on est des adultes. On les croit que c'est parce que les soya, il y a des estrogènes, par contre, ce n'est pas les mêmes. C'est phytoestrogènes, c'est des origines végétaux comparé à l'estrogène qu'on produit. Puis on croit qu'il y a une compétence pour les récepteurs. Donc, les plus de soya qu'on mange pendant notre vie, les moins des places qu'on laisse pour notre propre récepteur qui fasse la liaison pour former des cellules cancérogènes. Les facteurs protecteurs, par contre, on ne l'a pas vu dans des gens qui n'ont jamais mangé des soya, puis ils veulent les réintroduire à la vie adulte. Par contre, on le sait maintenant que ce n'est pas le même sort d'estrogène et que ça n'augmente pas les risques de cancer. Donc, si vous aimez les soya, puis vous étiez habitué, puis vous l'avez éliminé à cause que vous avez été diagnostiqué avec un cancer du sein, on n'a pas besoin de les restreindre. La recommandation, ça reste entre 1 et 3 portions par jour. Quand on parle des 1 à 3 portions, ça pourrait être une portion, ça pourrait être un verre de lait de soya ou un morceau de tofu de 50 grammes ou un petit bol d'edamame. Donc, on a encore les droits de manger peut-être un repas végétarien par jour. Je vais revenir maintenant que je parle des repas végétariens. Donc, quand je parle des diètes à base des plantes, on n'est pas encore rendu là qu'on recommande des diètes végétariennes pour tout le monde. Moi-même, je ne suis pas végétarienne. Par contre, on veut juste augmenter un peu la consommation des plantes, des légumes, des aliments, comme je dis, encore moins raffinés, moins passés pour l'industrie. Alors, ma suggestion aussi que j'ai dit énormément à mes patients, c'est d'essayer de faire un repas végétarien au moins par semaine ou en journée des repas végétariens. Vous pouvez utiliser les légumineuses comme ça, des protéines. Vous pouvez utiliser des noix ou même les tofu, les soya ou des aliments dérivés de ça. Encore une fois, comme j'ai dit au début de la présentation, l'alcool, c'est relié directement au cancer du sein. Alors, c'est sûr qu'on ne veut pas augmenter. Quand les recommandations, ils disent tout le temps une consommation pour les femmes, 2 consommations pour les hommes. Si vous ne prenez pas d'alcool, il ne faut pas l'acheter. Donc, ça, c'est juste pour avoir comme un maximum quand les gens y aiment boire. Mais si vous n'aimez pas l'alcool, on n'a pas besoin de l'ajouter pour avoir l'effet protecteur. Et l'autre chose, c'est que non, ce n'est pas accumulatif. On a cette question très souvent. Donc, si je ne prends pas un verre d'alcool à tous les jours, je n'ai pas le droit de les prendre 5 verres d'alcool les samedis. Malheureusement, ce n'est pas comme ça, fonctionne pas comme ça. Je pense qu'il y a quelque chose en bas que je ne lis pas. Je pense que c'est vitamine D, calcium. C'est bien ça? C'est l'exercice. Ah, l'exercice. Bien, encore une fois, comme j'avais dit, l'exercice, c'est pas juste côté poids que l'exercice est bon. Comme je disais, c'est prouvé que le muscle, il produit des substances anti-inflammatoires. C'est aussi super recommandé pour la santé mentale, pour une situation stressante. Donc, si vous avez de l'énergie pour faire exercice, toujours valider avec votre médecin en façon de prescription, qu'est-ce que vous avez les droits de faire, mais normalement pour chimiothérapie, radiothérapie, si vous avez l'énergie, on ne fait pas des restrictions d'exercice. Donc, essayez de rester un peu actif pour le poids, pour la santé mentale, pour les bénéfices que ça nous apporte à la santé. Donc, là, tu peux aller à la suivante. Donc, ça, c'est par rapport à la diète en général. Et quoi de ma santé osseuse? Donc, on le sait qu'en général, tous les traitements pour les cancers du sein, soit la chimiothérapie, soit la radiothérapie,
augmente les risques d'ostéoporose. Et surtout, les personnes qui ont comme traitement la hormonothérapie ou les inhibiteurs d'hormones, parce que c'est qu'ils cherchent avec les traitements, mais c'est sur la chimiothérapie, la radiothérapie, ça va augmenter les risques d'ostéoporose juste parce qu'il y a une destruction des tissus en général, en incluant les os. Puis, pour les femmes avec des récepteurs d'estrogène positifs, c'est à cause que les traitements, ça stimule en ménopausie. Donc, l'estrogène, il arrête d'être produit. Et l'estrogène, c'est en substance protecteur de l'os. Donc, comme ça fonctionne, je ne sais pas si vous voyez un peu dans l'image, notre système osseux, il est tout le temps en train de se régénérer. Donc, on a les ostéoblastes, qui c'est comme dire la cellule vivante, et on a les ostéoclastes, comme on les voit ici, la cellule morte. Donc, c'est les cycles osseux, c'est qu'on est tout le temps en train de produire, détruire. Ce qui fait l'effet qu'on n'a pas d'estrogène, c'est qu'on a une production d'ostéoblastes qui est réduite, puis une augmentation d'ostéoclastes, qui c'est la cellule morte, comme on dit ici. Donc, on a un risque des fractures d'ostéoporose plus élevé. C'est sûr que l'âge, ça joue un facteur. Déjà, des femmes qui sont en ménopausie, il y aura encore un risque plus élevé. L'exercice, c'est super important. On recommande des exercices des résistances, puis des exercices aérobiques parce que ça va augmenter la densité osseuse. Donc, ça va augmenter la masse de l'os, puis il va les faire plus résistance. La diète, c'est super important côté vitamine D et calcium. Donc, les personnes végétariennes ou les personnes qui sont intolérantes au lactose ou les personnes qui ne mangent pas de poisson, c'est super important que si on n'a pas de la diète, la supplémentation soit prescrite. Moi, personnellement, je recommande à tout le monde, à tous les patients qui ont les cancers du sein qui suivent un traitement actif, d'avoir une supplémentation de calcium et vitamine D. 100% la vitamine D, les calciums, ça dépend de votre consommation. Par contre, même la dose minimale, c'est jamais extra de l'avoir. Puis, normalement, quand on envoie des traitements des hormones ou des inhibiteurs des hormones, d'emblée, les deux vont ensemble. Ils voient du calcium, mais la vitamine D est moins commun. Puis moi, je recommande tout le temps de l'avoir parce que la vitamine D que notre corps produit, ça s'active avec les soleils, avec des températures plus élevées ou élevées plus de 17 degrés. Donc, on a des fois le soleil, mais on est tellement couvert pendant l'hiver que même si on a le soleil, notre corps n'est pas capable de faire la production de vitamine D. C'est sûr que si on parle aussi d'alcool, encore une fois, l'alcool, il y a multiples raisons pour lesquelles on ne recommande pas pour la santé des os. Et la première chose, c'est tout ce que je vous ai parlé avant, que c'est l'augmentation des risques de maladies chroniques. La deuxième chose, c'est que si on boit beaucoup, on a les risques augmentés de tomber, puis de faire une fracture. Puis la troisième chose, c'est que l'alcool comme tel, comme isolé, ça diminue l'absorption des calciums, puis ça augmente l'excrétion par l'urine. Donc, l'alcool comme tel, il y a une interruption de l'absorption et de la densité osseuse. Donc, c'est juste à faire attention quand on a un risque augmenté d'ostéoporose. Et je pense que c'est pas mal ça que je voulais vous dire. Je pense que j'ai touché un peu tout le côté nutrition et cancer du sein. Est-ce que je vais à la prochaine? Oui, mais la prochaine, c'est des questions. Donc, je juste ouvre la session des questions et des réponses.
Oui, parfait. Ça fait qu'on avait des questions dans le chat et si jamais, je pense que vous avez pas mal répondu aux questions envoyées en avance. Ça fait que si jamais il y en a dans le groupe qui m'ont envoyé des questions puis que ça n'a pas été répondu, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat aussi. Je vais sérieusement peut-être adresser un peu les questions que je me souviens très bien de ce que tu m'avais envoyé avant. Donc, la première, Oui. c'était pour les viandes rouges. Donc, oui, comme je dis avant, scientifiquement, c'est prouvé pour les cancers des côlons. On prend la recommandation pour tout le monde. Pour partir d'une alimentation santé. Il y avait beaucoup de monde qui avait des questions, des diètes spécifiques pour les cancers du sein triple négatif. Donc, comme vous avez vu dans la présentation, il n'y a pas vraiment des aliments magiques, il n'y a pas des diètes spéciales, c'est juste des suivre un pattern ou un patron d'alimentation santé, beaucoup des antioxydants, beaucoup des choses moins raffinées, moins d'industrie. Mais il n'y a pas de recommandations spécifiquement pour le cancer triple négatif du sein. Une autre des questions, c'était où on pourrait trouver des recettes de smoothies si on ne voulait pas vraiment faire la cuisine. Donc, sur Internet, il y en a plusieurs. Par contre, si on parle des Français, vraiment, je n'ai pas trouvé beaucoup de sites. Il y a les sites web des producteurs laitiers du Canada, aussi qui ont beaucoup de recettes. C'est sûr que tout ce que vous allez trouver là-dedans, il y a des produits laitiers inclus, bien sûr yogourt grec, bien sûr de lait. Donc, c'est sûr que si vous voulez rester, j'ai fait un peu d'investigation. Je vais vous dire, je l'ai ici dans mon cellulaire, des sites scientifiques où vous pouvez aller trouver comment faire des smoothies. Donc, je vais l'écrire peut-être dans les chats que vous pouvez voir. Donc, WebMed ou WebMédecin, c'est un site d'Internet avec beaucoup d'informations médicales. Ensuite, ils donnent des tips. Je ne sais pas si c'est écrit. OK. Des smoothies. Sinon, la clinique de Cleveland, par contre, c'est en anglais. Cleveland Clinic. Il y a des bonnes recettes de smoothies. Et vous avez sur Internet aussi Duchum, ils l'ont livré pour tout le monde, des recommandations pour augmenter les protéines dans la diète. Et ils ont quelques recettes de smoothies. Mais principalement, les clés principales pour faire un smoothie, surtout quand on veut remplacer un repas, c'est de les faire élever en calories. Comment on trouve ça, les calories, avec les gras? Donc, on veut tout le temps chercher des grains de bonne qualité, par exemple, des noix, avocats, huile d'olive ou huile de canola. Et la protéine, c'est super important, comme j'avais dit. Donc, ça pourrait être du lait, bien soit de soya ou de lait des vaches. Les laits des amandes, pistaches, noix, ils n'ont pas l'équivalent au niveau nutritionnel de lait de soya, lait des vaches. Donc, vous pouvez les prendre. Il n'y a pas de contre-indication, mais ce n'est pas équivalent à une bonne source de protéines. Vous pouvez mettre des œufs, vous pouvez mettre des noix, du beurre d'arachide, fromage cottage, fromage fricotant, etc. Tofu. Je pense qu'il y a des questions. C'était, je me souviens. Oui, je pense qu'il y a juste une dernière question, c'est des aliments énergisants. OK. Donc, oui, c'était comme facile, encore une fois, si on ne voulait pas cuisiner. Donc, encore une fois, quand on parle des aliments énergisants, c'est important d'inclure, si on ne mange pas beaucoup pendant la journée, puis on veut s'assurer qu'on comble notre besoin d'énergie, donc c'est aller chercher quelque chose qui est plus calorique. Donc, par exemple, un exemple facile, c'est un toast avec beurre d'arachide. Vous avez la source de protéines, vous avez un peu de gras que ça va augmenter les calories, vous avez un glucide, des biscuits avec des fromages. Des fois, des fromages âgés sont plus caloriques. Vous pouvez aller aussi en yogourt grec parce que c'est plus élevé en protéines que l'autre, avec peut-être des noix à l'intérieur que ça va augmenter les contenus des calories, puis avec des fruits
ou même avec un céréale aussi. Donc, peut-être un sandwich tout le temps avec, comme je dis, une protéine, avec une petite salade à côté, un tortilla, fajitas. On n'a pas besoin d'aller chercher de la cuisine gourmet pour avoir une alimentation balancée. On peut le faire tout le temps avec des choses faciles à préparer. Parfait, merci. Ça fait que là, je vais passer aux questions dans le chat pendant la présentation. Il y en avait une qui voulait savoir si le porc est une viande rouge et quelles viandes rouges sont moins dommageables que d'autres. OK. Bien, malheureusement, les toutes, il n'y a pas séparé vraiment les viandes rouges. Donc, quand on parle des viandes rouges, on met tout dans le même paquet. Donc, oui, le porc, effectivement, c'est une viande rouge. Porc, veau, bœuf et toutes les viandes sauvages, ça compte comme des viandes rouges. OK, ça fait qu'on n'a pas On n'a pas d'idée vraiment s'il y a un meilleur que l'autre. L'important, quand on mange de la viande rouge, c'est de choisir des coupes plus maigres. Et si jamais on voit la gras visible, de la couper puis l'enlever. Donc, si vous allez prendre la viande hachée, c'est juste extra maigre ou maigre. Donc, c'est vraiment les types, mais malheureusement, on n'a pas comme une viande rouge sur l'autre. OK, parfait, merci. Il y a aussi une question par rapport au sucre. Est-ce que c'est quelque chose à éviter? Les sucres, quand on parle d'alimentation santé, oui, c'est une chose à éviter. Est-ce que le sucre a été identifié comme un facteur des risques des cancers? Pas vraiment. Donc, les sucres ou les sucres comme tels, on a besoin les sucres, c'est une molécule qui, quand on la mange, elle va se convertir en glucose dans notre corps. La glucose, c'est comme notre essence. On ne vit pas sans la glucose. Donc, non, on n'a pas besoin d'élever les sucres. Ou les sucres, ça alimente pas mon cancer. Par contre, les sucres, comme je disais tantôt, étant donné que c'est un aliment qu'on absorbe très rapidement, il va avoir un impact sur la production d'insuline. Donc, la production d'insuline, quand il est trop élevé, ça pourrait devenir un facteur de croissance. Donc, on accumule plus de gras que c'est relié à l'augmentation des cancers et c'est relié à une inflammation plus élevée dans notre corps. Et encore une fois, c'est un facteur de croissance. Donc, ça pourrait alimenter les cancers. Les cancers, malheureusement, c'est des cellules normales. Donc, d'une façon, oui. Mais on ne recommande pas de les restreindre complètement. Dans une alimentation santé, on recommande de maintenir la consommation de sucre au minimum. Par contre, quand il y a quelqu'un qui a le cancer du sein, puis il reçoit la chimiothérapie, il est vraiment malade, il y a des effets secondaires, des nausées, des vomissements, l'appétit n'est pas là, il y a une perte de poids importante, les sucres, ça devient malheureusement un allié, un outil super important pour donner des calories facilement. Donc, oui, on l'utilise car on a besoin de l'utiliser. Si vous n'avez pas votre appétit affecté, si vous mangez comme d'habitude, c'est mieux comme recommandation pour Madame Tout le Monde, de ne pas abuser de la consommation de sucre. OK, parfait. Puis il y avait aussi une autre question par rapport à la vitamine D, je vais la retrouver. Quelle dose est recommandée pour le calcium et la vitamine D? Pour le calcium, les besoins standards, c'est quand on a 50 et plus, ou dans une situation où l'ostéoporose, ça devient un risque augmenté, que c'est votre cas. Donc, c'est 1200 mg de calcium par jour. Et de vitamine D, c'est 800 unités internationales. Je vois une autre question. OK, so des vitamines D, c'est 800 unités internationales. Quand on parle de prescription de vitamine D, normalement, ça se vend à usage libre dans les comptoirs. Normalement, une dose maximale de 1000 mg, donc des 1000 unités internationales. Donc, on peut prendre une pilule quotidienne par jour. Il n'y a aucun problème. La toxicité de la vitamine D, c'est vraiment une dose très, très élevée.
Puis normalement, quand c'est une prescription, vous allez trouver que votre médecin il va prescrire 10 000 unités une fois par semaine. Donc, c'est un peu plus de notre besoin, mais ce n'est pas nocif et ce n'est pas au niveau toxique. Mais la recommandation, théoriquement, c'est 800 unités internationales pour la vitamine D et 1200 mg de calcium. Si vous allez prendre des pilules de calcium, c'est important. Normalement, ça vient à 500 mg et c'est important de ne pas prendre toutes les pilules en même temps parce que l'absorption de calcium, c'est plus efficace quand on donne des doses de 500 mg et moins. Pardon. Donc, si vous allez avoir une prescription de 1000 mg de calcium, c'est important de les prendre dans 12 heures séparément. OK, parfait, merci. Puis, il y a une personne qui demande le sucre, c'est quoi le minimum qu'il faut prendre? Donc, normalement, parmi les recommandations de l'Association diabète canadienne-américaine, et on les prend comme des recommandations générales, les sucres maximum recommandés, c'est 10% de notre besoin calorique par jour. Ça ne veut pas dire que c'est 10% de notre consommation. Donc, pour exemple, vos besoins sont calculés à 2000 calories par jour et c'est ça la moyenne pour les Canadiens, entre 1800 et 2000 calories, donc 10% des calories. Donc, si on part de 2000, parce que c'est plus facile de faire le calcul, on part de 10%, c'est 200 calories de sucre. Et 200 calories, c'est à peu près 50 grammes. Si on part de 50 grammes, pour vous traduire ça, c'est à peu près 3 cuillères à soupe de sucre par jour. Mais ce n'est pas juste les sucres achetés et les sucres des tables qu'on voit qu'on peut acheter. Ça compte, à chaque fois qu'on achète un produit commercialisé, vous allez voir dans l'étiquetage nutritionnel, il y a une quantité de sucre acheté. Donc, tout ça, ça compte. OK, parfait. Puis, il y a une autre personne qui a demandé, est-ce qu'il faut demander d'abord à notre médecin si on peut prendre des vitamines? Des vitamines, comme je dis, des vitamines D, calcium. Si vous mangez assez, on n'a pas besoin des autres vitamines minéraux. Surtout pas si vous êtes en traitement de chimiothérapie, radiothérapie active. OK. Mais si votre médecin ne vous a pas prescrit vitamine D, calcium, oui, ça serait un bon choc. Vous pouvez trouver tout le temps sur les comptoirs, mais c'est tout le temps mieux d'avoir une prescription par le médecin. OK, parfait. Ça fait que je veux juste rappeler tout le monde, s'il y en a qui sont plus à l'aise de poser la question de vive voix, vous pouvez mettre le son sur votre micro. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions dans le chat. Je vois ici, est-ce que le mode de cuisson est important avec les viandes et les poissons? Ah, merci. C'est correct, j'ai juste essayé de checker. Alors, le mode de cuisson, oui puis non. Cependant, vraiment, ça n'a rien à voir avec les risques de cancer ou quoi que ce soit. Oui puis non, je dis encore, si vous allez prendre, par exemple, un poisson frit, c'est sûr que quand on transforme, même si vous allez utiliser les huiles d'olive, que c'est un huile de bonne qualité monoinsaturée, quand on les passe au feu, quand on l'amène en point d'ébullition, ça devient un huile transformée qui fonctionne comme une huile saturée. Donc, oui, c'est sûr que ça serait moins bénéficieux pour la santé. Alors, les recommandations qu'on fait tout le temps, c'est au four ou à la poêle, pas beaucoup d'huile, pas beaucoup de gras. Si vous allez utiliser des huiles d'olive juste pour donner les goûts ou de l'huile de canola, et c'est mieux tout le temps de les mettre à la fin de la cuisson ou même quand vous avez fini cru, c'est tout le temps plus bénéficieux. Si jamais vous êtes en chimiothérapie, votre système immunologique y est déprimé ou y est compromis ou affaibli, oui, les modes de cuisson, c'est important. Vous devriez éviter tout ça qui est cru parce qu'il y a un risque plus grand d'avoir des croissances de micro-organismes puis de causer une infection par rapport ou à travers de la nourriture. Donc, en chimiothérapie, la sécurité alimentaire, c'est très important. Après ça, il y a un autre qui dit combien de protéines par jour il faut prendre.
Ça dépend aussi de votre activité physique, de votre âge, si vous avez des conditions, des maladies associées, donc la maladie rénale. Mais normalement, les recommandations officielles, c'est 0,8 à 1 gramme par kilogramme. Par contre, nous, en clinique, on voit que 0,8, au moins que vous ayez une maladie rénale avancée, c'est trop peu. Parce que quand vous êtes sur un diagnostic des cancers, votre besoin sont augmentés. Quand vous avez un diagnostic ou un traitement de chimiothérapie, radiothérapie, comme je dis, on détruit beaucoup, donc on a besoin d'augmenter. Même quand on est activement malade, on recommande jusqu'à 1,5 g par kilogramme de poids. Encore une fois, c'est plusieurs facteurs à évaluer si vous êtes comme sportif, si vous êtes sédentaire, si vous avez une maladie rénale, si vous êtes en train de guérir de façon active ou pas. Mais à peu près 1 gramme par kilo, je dirais, c'est le minimum. OK, parfait. Ça fait que, il y avait une autre question dans le chat, mais il y avait aussi une personne qui a levé sa main. Oui. Est-ce que vous préférez prendre la main levée, aller finir le chat avant? Qu'est-ce que vous préférez? Il y a 12 sur le chat que je n'ai pas fait encore. Après ça, on donne la parole. Okay. Est-ce qu'il faut privilégier les légumes verts? Non, pas vraiment. En fait, on recommande tout le temps d'avoir des différentes couleurs parce qu'il y a certaines vitamines et minéraux qui vont être plus augmentés dans les légumes qui sont colorés ou dans les légumes verts. Donc, vraiment, idéalement, c'est une variété puis alterner tous les légumes. Et combien de protéines par jour il faut prendre? Encore une fois, ça dépend de votre activité, c'est par kilo. Donc, vous pouvez calculer minimum 1 gramme de protéines par kilo. Mm-hmm. OK, parfait. Je pense que c'est Marie Oui. Weisman. Oui. J'aurais une question. Oui. S'il vous plaît, au niveau des œufs, combien on peut manger d'œufs par semaine? Parce que je sais que c'est très nutritif et il y a des protéines. Ouais. Alors, j'aimerais savoir combien par semaine on peut manger d'œufs. Vous pouvez manger jusqu'à 2 par jour. Il y a aucun problème. Oui, jusqu'à 2 par jour. C'est qu'on croyait, et c'est ça que c'est un peu comme conflictif tout le temps avec la nutrition, mais avec la nutrition et avec toutes les recommandations médicales, sauf que dans la nutrition, ça reste beaucoup dans notre tête, les vieilles recommandations. C'est que maintenant, on le sait, la théorie on gère maintenant, c'est que, par exemple, les cholestérols pour les maladies cardiovasculaires, c'est plutôt la production interne qui compte. Donc, c'est sûr que si vous avez une consommation de cholestérol immense, très décontrôlée, élevée, ça pourrait ajouter à votre maladie cardiovasculaire. Mais maintenant, on le sait que les cholestérols de la diète, il n'y a pas un grand rôle dans l'augmentation des risques de maladies cardiovasculaires. Puis dans les cholestérols, dans le sang, c'est plutôt des facteurs génétiques et comme j'ai dit, la production interne. Donc oui, effectivement, comme vous avez dit, c'est très, très nutritif, c'est une excellente source de protéines et c'est facile à préparer, facile à utiliser. Donc si vous voulez avoir 12 œufs par jour, c'est parfait. Puis ça, si ça c'est trop pour vous, vous pouvez aller à chaque 2 jours, mais il n'y a aucune contre-indication. D'accord, merci. J'ai une autre question rapide. Au niveau du calcium, si on prend des comprimés, parce que moi, je n'utilise pas du tout de comprimés, est-ce que ça peut affecter les reins au niveau, faire des calculs rénaux, par exemple? C'est sûr que si vous avez une tendance, normalement, c'est l'excès. Mais quand vous prenez votre besoin, c'est rarement associé à des calculs des reins. C'est que normalement, il est plus associé au niveau des diètes, des boissons gazieuses, parce que ça crée des cristaux, des oxalates de calcium dans les reins. Mais pas vraiment les calciums en pilule. Donc ça, vous êtes sécuritaire. Parfait. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. J'ai des autres questions. 1 gramme de protéines par kilo de poids par jour. Oui, et ça, comme je dis, ça dépend de chaque personne, des traitements que vous recevez maintenant, mais oui, c'est le minimum si vous n'avez pas de maladie rénale. Si vous avez des maladies rénales avancées, on peut restreindre jusqu'à 0,6, 0,8, cependant.
Concernant les œufs, est-ce qu'on prend des œufs oméga 3 biologiques ou normales? Écoutez, encore une fois, si jamais vous ne mangez pas assez d'oméga 3 naturel dans la diète, des noix, des huiles d'olive, des avocats, des grains de lin, des grains de chia, vous pouvez prendre ce oméga 3 si vous voulez. Il n'y a vraiment aucune préférence. Biologique, la nourriture organique ou biologique, ça n'a pas été scientifiquement prouvé non plus que la nourriture pas biologique a une augmentation des risques de cancer ou des autres maladies. C'est juste, pour le moment, ça reste en préférence. Puis si vous voulez prendre des offres biologiques, c'est à vous, ou normal. Donc, il n'y a vraiment pas une préférence pour les trois. Vous pouvez prendre les normales, c'est moins cher. Super. Alors, on arrive vers la fin. Est-ce qu'il y a des dernières questions avant qu'on quitte? Oui, il y a Marcel qui a écrit. Merci, Marcel. Ouais. Oui, non, mais vraiment, vous connaissez bien votre sujet. Vous répondez à toutes les questions super détaillées. Alors, moi, j'ai beaucoup apprécié. Merci beaucoup. Bon, merci à vous pour l'invitation et merci au public aussi. Merci d'avoir pris le temps de vous connecter puis de passer une heure avec moi avant les soupers ou après les soupers. Oui, merci pour vos questions. Merci pour votre engagement. Alors, je vous souhaite tous une belle soirée. Puis, merci pour votre temps. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Merci beaucoup. Bye bye. Merci beaucoup. Bye. Merci. Merci beaucoup.